Alors, c'est une jeune artiste, elle s'appelle Halima. Le titre de la chanson, c'est Badjo, c'est-à-dire on dit. À l'intérieur, elle parle notamment de l'enfant. Elle parle de ce qu'on dit d'elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas d'enfant. On dit d'elle qu'elle est une sorcière. C'est quand même les réalités assez difficiles de notre environnement africain. Avoir un enfant, c'est une équation presque impérative. C'est-à-dire qu'on attend toujours d'une femme d'avoir des enfants. Et lorsqu'on n'en a pas, cela fait problème. Aujourd'hui, nous parlons de la garde des enfants et puis on sait dans quel contexte cette problématique se pose. Jean-Jacques Meki, bon après-midi et bienvenue. Merci infiniment Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à vous-même, bon après-midi à mon précieux, prestigieux grand frère que je retrouve sur le studio, Hervé Akam. Je sais qu'il est très bousculé par les préoccupations d'ordre politique parce qu'il y est désormais marqué politiquement. Je sais qu'il est déjà sur le terrain. C'est un plaisir de vous retrouver, cher aîné. Je voudrais également profiter pour dire bonsoir et bon après-midi aux nombreux inconditionnels. Oui. Des regards sur l'actualité davantage. Non, du point littéraire. Je voudrais parler de Royal FM. Oui, d'accord. De Royal FM, de manière générale. Le regard sur l'actualité, c'est tous les dimanches. C'était hier. Le grand rendez-vous quand même. C'était hier. Oui, tout à fait. J'étais assis au même endroit. Ah, d'accord. Donc vous comprenez un peu. Donc, je voulais parler de Royal FM, mais singulièrement des programmes que vous présentez, le point littéraire et sa suite. Oui. Je voulais également dire bonjour à celui qui ne t'arrive pas d'imagination, le grand pasteur Emmanuel Elbissaï, qui a permis que ce média soit et qui soit toujours là pour apporter à ses concitoyens l'information la bonne et la meilleure, pour éviter des conflits inutiles. À la reine Esther, bonsoir et bon après-midi. Nous avons choisi de parler d'une question juridique, certes, mais également sociale, surtout. Ouais. Parce que de nombreuses familles, surtout celles qui sont en instance de divorce ou de séparation, se retrouvent face à cette dure réalité. Des enfants qui sont parfois mineurs, d'autres majeurs, doivent composer avec cette nouvelle configuration de leur famille. Les deux époux et épouses ne s'entendent plus. Ils décident de prendre chacun son chemin. Mais qui suivre entre le père et la mère, c'est parfois la grosse problématique qui se pose, surtout pour les petits-enfants. En réalité, Jean-Jacques, vous avez dit c'était un phénomène de société. Il arrive que deux personnes s'entendent, s'aiment et décident de procréer, oui, de donner la vie, d'avoir une excroissance de leur amour, c'est-à-dire une progéniture. Maintenant, dans le cours de leur vie, il peut arriver des circonstances qui les empêchent de vivre désormais ensemble. Parce qu'il faut dire que la question que vous mettez sur le plateau ce matin, cet après-midi autant pour moi, naît du fait que de deux personnes qui étaient mariées. Parce que lorsque vous n'êtes pas marié, vous saurez comment vous en tenir. Oui. Ça, c'est des préoccupations de couple. De couple, pour la plupart, légalement mariés. Parfois, même quand vous n'êtes pas marié, il y a les questions d'autorité parentale qui se posent et de la garde de l'enfant qui se pose. Il faut dire que même lorsque vous êtes marié, lorsque vous n'êtes même pas marié, parce que l'enfant, jusqu'aujourd'hui, c'est le fruit de l'union entre une femme et un homme. Oui. Avant l'âge de 7 ans, l'enfant a l'obligation morale et même parfois juridique de résider près de sa mère afin que puisse lui inculquer les rudiments liés à la tendre enfance et l'amener vers la maturation. Oui. Et le père ne sera habilité à récupérer l'enfant que lorsqu'il aura 7 ans. C'est-à-dire que lorsqu'il est en âge scolaire, c'est ce que la loi a prévu. Mais maintenant, entre ces deux dispositions, il y a toujours que la séparation ou alors la garde de l'enfant, elle est décidée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. De l'enfant, oui. Parfois, on peut se rendre compte que l'un des parents est une fois séparé de l'autre, l'un est plus indigent que l'autre. Si c'est le père qui a plus de moyens, qui donne les garanties nécessaires pour l'accompagnement de l'enfant, on lui donnera la possibilité de conserver l'enfant à ses côtés. Oui. Après l'âge de 7 ans. Pas forcément. Même avant l'âge. Si il a les conditions autour de lui qui permettent que l'enfant soit épanoui, on lui accorde la garde de l'enfant. Mais si c'est la mère, naturellement que la mère gardera l'enfant. Mais c'est pour ça qu'il est généralement admis que les deux parents s'entendent, qu'il y ait un arrangement amiable et qu'ils conviennent de permettre que l'enfant puisse en même temps résider chez le père et chez la mère au même moment.
qu'il garde la chaleur de ses deux parents et parfois il assure le trait d'union entre les deux parents et plus tard la recomposition de la famille peut arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle la garde partagée. Maintenant, il y a la garde exclusive. C'est l'un des parents et on accorde à l'autre le droit de visite exclusivement. Mais toujours est-il que le plus important, le plus recommandé, c'est qu'on ait la garde alternative. Oui, c'est-à-dire qu'on permette à l'enfant d'être en même temps chez son père et chez sa mère. C'est-à-dire que pendant la période scolaire, il peut vivre chez son père et créer la possibilité de rendre visite à sa mère et que sa mère a la possibilité de lui rendre visite également et repartir. C'est-à-dire que là, on est en bonne intelligence, on est suffisamment mature et sérieux. Oui. Or, lorsque la déchirure profonde et totale, même le droit de visite devient difficile. Et parfois, lorsque cela a été porté devant le juge, lorsque l'arrangement amiable n'a pas pu prospérer, le juge va vous infliger la ration alimentaire à celui du parent qui n'a pas la garde journalière ou alors quotidienne de l'enfant. Et ça également, c'est parfois un serpent de mer. Il y a des parents qui n'arrivent pas à assumer cette autoresponsabilité, celle d'approvisionner mensuellement une pension pour la vie de l'enfant. Donc, c'est des situations qui sont toujours déplorables. C'est un cas. C'est des contre-coups de la vie. C'est des situations les moins souhaitées. Mais lorsque ça arrive, vous l'avez indiqué dès l'introduction, il faut parvenir à une solution qui permette à l'enfant de tirer le meilleur parti de cette situation qui fait que ses parents ne peuvent plus être ensemble. Nous avons indiqué que parfois c'est le fait des parents qui n'ont jamais même été ensemble. Comme on appelle trivialement notre société l'enfant du dehors. Parfois l'enfant du dehors, le père veut le ramener dans sa maison. Peut-être que l'épouse qu'il a d'autres enfants. Il voudrait que l'enfant vive avec les autres, ses frères en même temps, pour que l'esprit de famille soit partagé par deux entités. Dieu seul sait que parfois c'est source de beaucoup de conflits. Parfois c'est la demande de la femme qui dit qu'au lieu que tu sois dispersé, je préfère que le frère de mes enfants que tu as fait dehors vive avec ses enfants parce que désormais il est un membre à part entière de notre famille. Donc c'est des situations suffisamment compliquées pour dire que le droit a réglé tout ça. Si vous n'êtes pas parvenu à un arrangement amiable, c'est le juge qui va décider de qui est à même de pouvoir assurer à l'enfant une vie meilleure. Généralement, on écoute. Et tout à l'heure, vous venez de soulever, ou sinon de lever l'équivoque. Il y en a qui estimaient que avant 7 ans, systématiquement, c'est la mère. Mais là, vous avez quand même amené un bémol en disant que il faudrait que la mère soit en capacité d'encadrer ce dernier. Ça veut dire que si la mère n'est pas en capacité d'encadrer l'enfant, la garde peut être confiée au père. Au père, même avant l'âge de 6 ans. Oui. C'est ce que je dis. Oui, même avant l'âge de 6 ans. Oui. Alors, est-ce que finalement, si la mère ne possède pas un travail convenable, est-ce qu'elle ne peut pas bénéficier de ce qu'on a appelé la pension pour élever l'enfant en question sans avoir elle-même un travail? Je l'ai indiqué que la garde de l'enfant, ça c'est la situation où on n'est pas parvenu à un accord amiable. Oui. Ça veut dire que c'est le juge qui a décidé, au regard de ce qui lui a été présenté, que voici le parent le plus à même d'assurer la sécurité et la garde de l'enfant. Oui. J'ai dit, la loi dit que avant l'âge de 7 ans, c'est la mère. Et si c'est à la mère qu'on a confié la garde des enfants, ça peut l'être même s'ils sont au-delà de 7 ans. De manière primordiale, lorsqu'il est tout petit, parce que 7 ans c'est l'enfant, c'est le bébé, c'est la mère. Parce que quand on dit 7 ans, on n'a pas dit que c'est de 0 à 7 ans. C'est la mère. Donc c'est la tendre enfance. C'est la mère qui est la plus apte. C'est ce que la loi dit. Maintenant, lorsque c'est amiable, ça va de soi, ça coule de source. Mais si vous n'avez pas pu vous entendre, il va de soi que c'est une disposition d'ordre public. C'est la mère. Mais si le père estime que là où on demande à son enfant de vivre avec sa mère, là où sa mère est repartie dans un carcan familial, il n'est pas sûr de ce que son enfant sera dans les meilleures conditions. Et par conséquent, il peut solliciter la garde de l'enfant au détriment de la mère. À ce moment-là, ça sera devant le juge qui va décider. Si malgré ces arguments, le juge dit que c'est la mère qui va garder l'enfant, lui, le père, sera astreint à verser une pension alimentaire à la mère pour va se faire sa propre idée, va décider dans le sens des intérêts des enfants, toujours.
C'est pour ça qu'on prend en compte le point de vue de l'enfant s'il est déjà en âge de raisonner. On prend en compte le point de vue de l'enfant. Parce que l'enfant peut se sentir des atomes crochus avec sa mère, ne lui imposer par la vivre avec son père. Lorsqu'il aura grandi, peut-être il trouvera la nécessité de se rapprocher de son père. C'est pour ça qu'on refuse de brutaliser la psychologie des enfants. Et c'est pour ça que les couples séparés restent toujours et demeurent un problème pour la société. C'est de cela qu'il s'agit. Et il faut dire aussi, à un certain moment, lorsque les enfants vont grandir, certes, ils peuvent choisir, comme vous l'avez dit. Est-ce que lorsqu'on repart dans une famille recomposée, est-ce que les paramètres sont les mêmes? Une femme qui se remarie avec son enfant, peut-être mineur, si l'homme estime que dans ce nouveau mariage, il ne connaît peut-être pas la moralité de l'individu, enfin je veux dire du nouveau partenaire de son ex-femme, est-ce qu'il peut, à son niveau, peut-être lui, sans être marié, estimer et demander que la garde de l'enfant lui revienne? L'autre conjoint séparé? Oui. Oui. Il sera difficile qu'il admette que son enfant vive dans un nouveau couple, avec un nouveau père. Il va tout faire pour demander que cet enfant lui revienne. Je dis toujours, toutes ces décisions sont faites dans l'intérêt de l'enfant. Il faut que lui-même ait un environnement qui permette à l'enfant de mieux s'épanouir. Parce que s'il a laissé la mère de l'enfant partir, ce n'est pas pour devenir un prêtre. Certainement qu'il ne va pas s'illustrer par un désordre, mais toujours est-il qu'il peut lui arriver de prendre femme aussi. Maintenant, est-ce que sa femme à elle va accepter l'enfant? Donc c'est vice-versa. C'est de part et d'autre. Et c'est pour ça que nous disons que les familles séparées des enfants restent un problème. Pour la société. Oui, puisque c'est des fruits de la société. Pour leur propre vie, c'est un problème. Maintenant, pour la société elle-même qui doit les regarder, qui doit les subir, c'est un problème. Parce que qu'ils aillent à gauche du côté de la mère et que la mère décide de se remarier, ils auront en face un beau-père. S'ils vont chez le père qui s'est remarié avec une mère, une belle-mère, peut-être à carrière, si ça devient dangereux. Si la mère, la belle-mère, s'illustre dans un comportement de mère, c'est tout bénef pour la famille et pour l'enfant. Mais si elle devient marâtre, ça devient un problème. Vice versa. Et parfois, on va décider que l'enfant peut aller chez la grand-mère, qui, elle, se reconnaît entièrement sur son petit-fils. Le grand-père aussi. Peut-être que là-bas, il sera épanoui. Jusqu'à ce qu'il devienne grand, commence à produire de l'argent et devienne la pépite de tous ceux qui vont se revendiquer être ses parents. Alors, nous avons parlé de pension. Et il parle de pension, on parle d'argent. Bien sûr. Est-ce que le mari, enfin l'un des partenaires, qui n'a pas la garde de l'enfant, est-ce qu'il y a des moyens, on va dire, contraignants pour amener ce dernier à régulièrement payer la pension ou déposer la pension? Il faudrait déjà qu'il soit salarié, par exemple, qu'il ait un revenu permanent. S'il est salarié et qu'il y a une décision de justice qui l'a condamné aux aliments ou alors à la pension alimentaire pour sa progéniture, dont il n'a plus la charge au quotidien, ce que les institutions des affaires sociales qui sont parfois saisies, qui accompagnent ces femmes-là, vont faire, c'est d'aller voir l'employeur du monsieur en question, de lui signifier la décision de justice qui est devenue exécutoire. Ce que l'employeur sérieux fait, c'est que dans ton salaire, immédiatement, on défalque cette pension alimentaire qu'on vire dans un compte où la mère peut venir se servir. Automatiquement. Automatiquement, on dégreffe cette somme de ton salaire. Oui, ça se passe. Puisque c'est une décision de justice. Et parce que c'est une décision de justice, elle doit être exécutée. Et pour l'exécuter, on la notifie. Parce que on peut arriver à des situations de saisie de salaire. Ah d'accord. Oui. S'il faut qu'on gagne 3 millions de francs CFA le mois. Merci pour le souhait. Ce que je vous souhaite vivement. Merci. Et que vous êtes condamné à verser à votre ex-épouse ou compagne une pension alimentaire pour vos enfants à raison de 150 000 francs le mois.
on va dégrever de vos 1 150 000 francs CFA chaque mois. C'est la seconde partie que je ne souhaite pas, c'est-à-dire avoir une ex-femme. Nous prions pour que ça ne t'arrive pas. Véritablement. C'est pas bon. Bon, bref. Même à Kouemoué, nous le souhaitons de ne pas passer par là. Oui. C'est une situation assez désagréable de toutes les façons. Tout à fait. Vous avez dit ce n'est pas seulement pour l'homme. La femme c'est aussi. pareil également pour la femme. Pour l'un des parents Oui. qui n'a pas la charge quotidienne de l'enfant Oui. peut être astreint au versement d'une pension alimentaire. C'est bien de le savoir. Tout à fait. Les femmes ne sont pas exonérées. Parce qu'en réalité, il y a quelques femmes qui pensent que lorsque c'est l'homme qui a la garde de l'enfant, eh bien, elle tourne les pouces et elle dit, ok, d'accord, c'est de toutes les façons, c'est son père. Il va s'en occuper. Si la mère a des revenus connus, elle aussi elle peut être astreinte au versement d'une pension alimentaire. Parfois, c'est l'homme qui va dire que je suis un gentleman, je n'ai pas besoin de ton argent, madame. Oui. Circule avec. Je m'occupe de mes enfants. C'est des questions d'orgueil. Oui. Mais dans une vie normale, le parent qui n'a pas la charge quotidienne de l'enfant doit verser la pension. Astreint à contribuer aux charges de l'enfant. Alors, sur le salaire, tout à l'heure vous avez parlé du chiffre. Sur le salaire, est-ce qu'il y a un pourcentage précis qui est retranché sur le salaire de la femme ou de l'homme? Ce qui est sûr, c'est que nous avons dit, c'est le juge qui apprécie. Si c'est un enfant, on ne prendra pas la portion d'un enfant au même titre que la portion pour les 3 enfants ou 4 enfants aussi. Ça dépend de combien d'enfants sont à prendre en charge. Dans quel milieu l'enfant vit et qu'est-ce qui a été, dans quelle école il est scolarisé. Il y a tous ces paramètres qui seront pris en charge qui permettront au juge de statuer. Toujours est-il que la chose qu'il faut savoir, c'est que on ne saisit jamais entièrement un salaire, quel qu'en soit le problème auquel tu fais face. Oui. Mais c'est une créance qu'il faut payer. On ne saisit jamais entièrement le salaire. Oui. Pourcentage ou pas pourcentage, c'est le juge qui va apprécier et va vous dire voici ce que, conformément à vos revenus, vous avez vos besoins personnels, vous avez vos charges personnelles, mais voici la portion qu'on va retirer. Oui, oui. Voilà quelques éléments quand même qu'il y a à savoir autour de la garde des enfants. Alors, Hervé Akam, je vous passe la parole à présent. Vous êtes historien des mentalités. Et donc, certainement, vous avez un certain regard sur cette situation qui n'est plus exception, mais qui tend à se normaliser. Alors, les enfants qu'on doit recaser, je peux vraiment les appeler ainsi, qui sont appelés à vivre avec un des 2 parents, ce n'est jamais une affaire aisée, finalement, lorsqu'on regarde les cas de figure qui ont été dessinés par Georges Ameke. Oui, ce que j'ai entendu de la part de Georges est édifiant en termes disons, d'écologie d'attention vis-à-vis un peu des 2 personnages qui sont l'enfant et la femme. Et moi, je pense que quand je regarde un peu, c'est vrai que je connais un peu la société européenne, je ne maîtrise pas très bien la société africaine, mais moi j'ai l'impression que depuis l'avènement du christianisme ici chez nous, c'est en ce moment qu'on a commencé à avoir le petit enfant comme s'il était le petit Jésus, qui faut adresser des prières pour qu'il nous apporte des bienfaits de la religion, etc. Et quand vous faites un peu comment dire ça, la transposition, aujourd'hui les enfants sont considérés comme ça, du fait aussi du christianisme aussi, du fait que c'est des chrétiens qui ont, comme vous savez, dans mon enfance, hein, quand je faisais une faute, j'avais droit à une baffe tout de suite. Et c'est à l'époque où nos parents n'étaient pas aussi christianisés qu'on voit aujourd'hui avec des jeunes quand ils vont à l'église. Il y a un rapport avec les parents qui ressemble un peu aux parents enfin, toutes les attentions qu'on apporte un peu au petit bébé Jésus à l'époque. Nos enfants sont devenus des Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, ils n'auront pas droit à la fessée comme nous on avait droit à la fessée avant. Donc, je crois que, et en plus, petit à petit, il y a, avec toute la législation que Georges vient de citer, la SINPES, qui leur donne des allocations familiales, le droit, effectivement, qui fait en sorte que quand il y a des querelles entre les 2 parents qui ne s'entendent pas, on privilégie beaucoup l'enfance, c'est-à-dire, parce qu'il a parlé des psychologues, là. Oui. Ouais, bon, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Moi, je ne savais pas qu'il y avait
les psychologues pouvaient intervenir quand il y avait des problèmes. Ici, en France, c'est très particulier, justement parce que ça date depuis la Révolution française, hein, ces histoires de psychologues qui viennent intervenir dans un couple où l'enfant est très mal à l'aise. Bon, c'est vrai qu'il peut arriver aujourd'hui que, à cause aussi des transformations, enfin, pas des transformations du mariage. Parce que vous regardez, moi, quand je regarde un peu la plupart des jeunes aujourd'hui, vous avez des jeunes couples, 10 ans sans être mariés, c'est très, mais qui ont des enfants. Ouais. Et là, quand ces problèmes arrivent là, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut courir, aller régler ce problème de dot, ces problèmes liés au droit de l'enfant, etc. Bon, je crois que c'est un peu compliqué parce que c'est pourquoi je pense toujours que quand on a des nouvelles mœurs, hein, comme les jeunes là, qui ne se marient pas à 10 ans, souvent, moi je connais des jeunes dans ma famille, hein, ils sont là avec des femmes. 10 ans, on est obligé de chercher la chicotte. Oui. Vous les obligez. Vous les envoyez. Alors, vous gardez la parole. On marque une courte transition et on revient. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo et les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Alors c'est possible de nous appeler dans quelques minutes pour poser vos préoccupations ou apporter des contributions au 640 61 38 42 640 61 38 42 ou bien aussi 71 15 73 21 671 15 73 21. La question de la garde des enfants, c'est souvent au cœur de plusieurs querelles, des querelles qui vont quelquefois s'éterniser autour de deux aides parce qu'on estime que non, c'est à nous, notamment d'avoir la garde des enfants. Alors tout à l'heure, vous aviez la parole, Hervé Akam. Il y a également d'autres cas de figure que vous avez présentés, notamment ces jeunes qui peuvent faire 10 ans de concubinage, voilà, et qui réussissent à avoir des enfants, et qui du jour au lendemain estiment que leur partenaire ne fait plus l'affaire. Alors, finalement, qui va avec les enfants, c'est une grosse interrogation. Bon, voilà, à mon avis, on revient un peu. C'est pourquoi moi je pense qu'avec Georges, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, c'est-à-dire, il faut introduire la pensée anthropologique un peu dans les rapports entre l'homme et la femme. Chez nous, hein, parce que quand vous avez chez nous, par exemple, quand vous n'êtes pas marié, vous avez un enfant, l'enfant appartient au père, hein. Oui. Ouais, c'est-à-dire, quand vous n'êtes pas marié. Oui, quand vous n'êtes pas marié. Moi, j'ai une fille qui s'est pas mariée. Bon, j'ai donné mon nom à mon enfant parce que j'estimais que c'était de mon droit d'après les traditions, quoi. Ouais. C'est vrai que si elle était mariée, bon, elle aurait pu choisir le nom de son mari, je sais pas quoi, mais comme elle n'était pas mariée, moi j'ai dit non. Tant que j'ai pas eu de dot, tant qu'il n'y a pas eu de mariage, cet enfant c'est le mien. Donc, est-ce qu'il faut maintenant, comment dire ça, rendre ça, établir, c'est-à-dire mettre ça sous forme de choses à respecter de la part des juges, de la part aussi de la société entière. C'est là où le problème se pose. Or, ça fait partie. Là où il y a le vide, effectivement, il faut faire intégrer notre rapport à l'enfant, notre rapport aussi à la femme. Et puis, la plupart du temps aussi, quand les femmes divorcent, c'est vrai que chez nous, la femme n'est pas chef de famille, c'est l'homme qui est chef de famille. Oui. En Europe, par exemple, vous n'avez plus de chef de famille, ça n'existe pratiquement plus. Alors, souvent, quand la femme divorce, où est-ce qu'elle va aller? Elle ne va pas rester chez son mari. Elle est obligée de revenir un peu dans la famille. Bon, alors, s'il y avait quand il y a maintenant des problèmes liés à la pension, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout que, vous savez, c'est plus facile de se marier dans les villages que dans la ville de nos jours. Oui. Et souvent, je constate souvent des femmes, j'en vois souvent à la CNPS, qui viennent en disant, bon, elle s'est mariée, elle s'est remariée, et qu'on lui refuse, on dit maintenant, on ne te donne plus de la pension, parce qu'elle s'est remariée. Or, c'est des choses qui me semblent assez curieuses. Oui. Alors qu'en réalité, elle aurait dû bénéficier de la pension, et c'est malheureusement Alors, Josameke, tout à l'heure, il parlait du concubinage. Il se rend compte cependant, c'est-à-dire que vous vivez longtemps, 10 ans, ou peut-être plus,
Et du jour au lendemain, vous décidez de vous séparer. Certes, vous n'aimez pas trop quand on parle des questions de tradition, mais il arrive quelquefois, notamment que l'enfant qui est considéré comme étant la propriété de l'homme. Est-ce que le droit reconnaît ce type de configuration? L'homme, mais pour qui? Lequel homme? L'homme, avec le petit H. Le grand-père ou le conjoint? Le père. Le grand-père. Ah là, ça change tout. Oui, le grand-père. Accordez-vous sur l'homme. Quand Là, il ça a change dit de tout. l'homme, ça dit que ce n'est pas l'office de celui qui a Voilà, fait l'enfant. enceinte, fait l'enfant, la femme. Mais lui, le père de la fille, le père de la mère du bébé. L'enfant est le sien. Ce qui est une conception purement traditionnelle. Oui. Légalement, elle ne vaut pas. Oui. Je vous ai indiqué ici qu'avant, lorsque vos parents n'étaient pas mariés, nos grands frères l'ont subi, on mettait en l'acte de naissance enfant bâtard. Après enfant bâtard qui raisonnait de manière barbare et qui était rébarbatif, Très on a péjoratif. mis PND, père non déterminé. Oui. Après père non déterminé, on est passé au vide total. On n'y met aucune mention. En attendant que le jour où le fameux individu se rendra compte qu'il a fait un enfant quelque part, il viendra par une procédure judiciaire en reconnaissance de paternité solliciter qu'on adjoigne son nom dans l'acte de l'enfant et on va reconstituer l'acte de naissance Oui. en y portant son nom conformément à l'ordonnance irrélative. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, si le jour où vous partez faire l'acte de naissance de l'enfant, le géniteur est là, la mère est là, on demande à la mère, puisque la mère, il n'y a pas de problème, son nom vient depuis la déclaration à l'hôpital. Oui. C'est elle qui va dire à l'état civil, Monsieur Jean-Jacques Foucault est le père de mon enfant. Oui. On demande à Foucault, est-ce exact? Il dit oui. On va porter le nom de Foucault dans l'acte de naissance de l'enfant. De l'enfant, oui. En y adjoignant dans l'acte la mention relative à l'ordonnance de 81. Vous comprenez un peu? Je crois que vous êtes parents, vous connaissez cette affaire. Tout à fait. Il y a une mention qui accompagne l'acte de naissance de l'enfant, En effet. qui justifie cet état de choses. Or, lorsque l'enfant est né des parents légalement mariés, on porte juste le numéro de l'acte de mariage des parents. Oui. Il y a un espace dédié pour cela. Lorsque les parents ne sont pas remariés, généralement c'est au verso de l'acte de naissance de l'enfant Qu'on porte une inscription. qu'on inscrit cette mention D'accord. pour justifier le père qu'on a mentionné là-dedans. D'accord. Alors, vous gardez la parole, mais prenons un auditeur. Au téléphone, allô? Oui, allô? Oui, bon après-midi. Oui, monsieur Foucault. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Maï, Maï, vous avez la parole, on vous écoute. bonsoir mon grand. Bonsoir, Maï. Justement, j'ai une question justement que je voudrais poser aussi par rapport à ce que l'historien a dit. Parce que ce problème se pose beaucoup, l'histoire du vol de paternité par la famille. Je ne sais pas qu'est-ce que dit la loi sur ça. Est-ce que la loi reprimande ceux qui ont, après ceux qui peuvent justifier que c'est un vol de paternité. Est-ce que la loi peut reprimer le voleur de paternité? D'accord, le voleur de paternité. Oui, on vous écoute. Bon, comme je n'ai pas bien suivi, il disait quoi la... Alors, je ne sais pas si Maï peut revenir. Il parlait de la question du vol de paternité. On n'a pas très bien saisi. Oui. Oh là là, il va revenir certainement. Je rappelle les différents numéros de téléphone. Le 640 61 38 42. 640 61 38 42. Et le 671 15 73 21. Allez au téléphone, allô? Allô? Oui, vous avez la parole, on vous écoute, Maï. C'est Maï. Ah, mais ça, Georges. Je veux savoir, par rapport au vol de paternité, parce qu'il y a les grands-parents, les beaux-parents, souvent, comme ils récupèrent les parents, ils disent que c'est leur enfant, ils font le, comment on dit au quartier, le hop, aïe, avec beau fils. Maintenant, si elle arrive, maintenant, comme s'il y a une loi qui réprimande, qu'est-ce que la loi dit par rapport au voleur, celui qui vole la paternité? D'accord. C'est entendu. Merci. Merci, Maï. En réalité, cela n'arrive que dans les municipalités où les officiers d'état civil ne sont pas vigilants. Lorsque
la jeune fille arrive, je vous ai dit que la déclaration de naissance, depuis bien dans les milieux urbains, ça vient depuis la formation hospitalière. C'est là-bas qu'on remplit les premiers documents et on demande à la mère, pour compléter ce document, quel est le nom qu'elle veut qu'on donne à l'enfant. Cela est porté depuis l'hôpital. Et l'hôpital a, je crois, 2 semaines pour aller déposer, faire la déclaration à la mairie compétente. Et la mairie dispose, je crois, de 3 mois. Je crois que ce délai est devenu un peu plus élastique, à partir duquel on attend les parents pour aller finaliser le processus de production de l'acte de naissance de l'enfant. Lorsque vous arrivez, il n'est plus question, on ne met plus dans l'acte de naissance le nom du grand-père. Parce que ce serait un enfant incestueux. Oui. L'enfant et la mère auront le même père. C'est un acte faux. C'est une erreur que beaucoup ont commis. C'est pas juste. Parfois, on prend le nom du père, on met le frère de la mère comme père. Ça va passer. Mais sauf que plus tard, l'enfant se rendra compte que le grand frère de maman ne peut pas être mon père. Parce que la société lui apprendra que les frères de même ventre ne copulent pas ensemble, ne peuvent pas procréer. Oui. Puisque dans la vie courante, la personne a appelé tonton, appelé ceci, cela, et il se rendra compte que son nom qu'on a mis dans l'acte, c'était pour éviter qu'il y ait le vide. Oui. Et qu'en réalité, c'est pas son père géniteur. Maintenant, face à tous ces problèmes qu'on a mis le nom du grand-père, le nom du cousin ou le nom de l'oncle, le véritable géniteur, lui, peut faire ce qu'on appelle un acte en revendication de paternité, une requête en revendication de paternité. Il saisit le juge. L'affaire va donc être enrôlée. On va inviter la mère à dire exactement qui est le père de l'enfant. Si la mère conteste, il peut exiger qu'on procède par l'ADN. Test d'ADN. Le test d'ADN. Sauf que là aussi, la garantie n'est pas à 100%. Parce que les médecins ou autres n'aiment pas créer des problèmes. Ah ouais, n'aiment pas créer des problèmes. Dans beaucoup de circonstances, ce n'est un secret, certainement un secret beaucoup de gens. Parfois, le médecin va appeler la mère pour dire exactement qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Ah d'accord. Par contre, la législation voudrait que la formation hospitalière travaille en toute discrétion. Oui. Et que le résultat ne soit présenté qu'au juge. Tout à fait. Et que les 2 parents soient, le jour dit, confondus. Oui. Pas le résultat. Sans venir demander à la mère que qu'est-ce que... Oui, parce que... Tu penses quoi Parce que ça arrive parfois quand l'enfant est déjà grand. Commence à discuter sa paternité. C'est pour ça que j'ai évoqué les questions de psychologie, de sociologie. Le grand frère parlait des questions d'anthropologie. Donc, la vie de l'enfant ne blague pas avec. Il suffit d'un mauvais dénouement d'une circonstance dans sa vie pour que l'enfant change totalement. Oui. Pour que vous ne reconnaissiez plus votre enfant. Pour qu'il se retourne contre vous et vous considérez désormais comme ses bourreaux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec ces questions-là. Donc pour dire que la manipulation des informations relatives à la paternité ou à la parenté de l'enfant sont désormais quelque chose de difficile. Parce que si on attribue à Foko l'enfant de sa petite sœur, dans la fratrie des enfants de Foko, est-ce que ce monsieur va se retrouver? Du tout. Quand les enfants de Foko auront 35-40 ans, Foko sera un grand-père. Lorsque dans le patrimoine, l'héritage de monsieur Foko, ces enfants vont vouloir se partager, est-ce que leur cousin sera admis? Bien qu'il ait le nom de Foko dans son acte de naissance. C'est des questions difficiles. Oui. S'il veut beaucoup bavarder, on va dire, monsieur, comment il peut faire pour... Est-ce que mon père et sa mère peuvent faire un enfant? C'est un enfant incestueux, ce n'est pas vrai. Et c'est là où les secrets vont sortir. Bien sûr, il sera évincé de cette succession. Oui. Et ça déchire le cœur. Oh, il a travaillé dans le sang de ce que c'est mon père. C'est pour cela que certains parents avisés, dans leur quotité disponible, font désormais un legs à cet enfant-là. Oui. Parce qu'ils savent que dans la sera répartition exclu avec la fratrie, il risque de ne pas avoir la place. Alors, quelqu'un au téléphone, allô? Pourquoi, allô? Oui. Allez. Oui, c'est Maï qui revient. La question là me ramène un peu sur une autre question par rapport justement à un parent qui veut se saisir ses droits. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de volume là-bas, s'il vous plaît? Ah, Oui. je dis, hein, je demandais que
La question, justement, elle me pose une seconde question. C'est une procédure. Si un enfant, un parent, oui, veut céder ses droits de paternité à une personne, peut-être grâce à sa tante, à une autre personne, qu'est-ce que la loi peut dire derrière de ça? D'accord. Merci, Maï. Je crois que j'ai dit qu'il faut faire une requête en revendication de paternité si on l'attribue à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est le sens de sa question. Sauf si j'ai mal suivi avec des petites secousses que nous avions ici. Oui. Il doit faire revendication de paternité. Et cela, c'est devant le juge compétent que ça se passe. Oui. Tout comme il y a des circonstances où l'enfant lui engage une procédure. Ce qu'on appelle une revendication de paternité. Il dit, ma mère m'a dit que c'est toi mon père. Je ne veux pas passer ma vie en sachant que je suis un enfant sans père. Monsieur, tu dois me reconnaître. Si le père rechigne, elle saisit le juge. Oui. Du moins, l'enfant saisit le juge dans une action qu'on appelle revendication de paternité. Tout comme le père lui-même peut dire que non, c'est mon fils, je ne le laisse pas à la portée de monsieur tout le monde. D'accord, avant de continuer, il y a cet auditeur qui nous attend depuis quand même un moment au téléphone. Allô? 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 Oui, bon après-midi. Merci. Comment est-ce qu'on Bonsoir au panel. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Michel de Nkwaban. Oui, Michel depuis Nkwaban. Vous avez la parole, on vous écoute. Voici ma préoccupation à monsieur Georges Ameke. Je vis en concubinage avec une femme. Je fais un enfant. Je n'ai pas reconnu l'enfant. J'ai déclaré la naissance de l'enfant sur l'acte de naissance. Et l'enfant porte mon nom. Je suis mort. J'ai laissé un testament. Dans le testament, le nom de cet enfant n'existe pas. Cet enfant, juridiquement, m'appartient-il? A-t-il le droit de revendiquer mes biens? Telle est ma préoccupation. Je vous remercie. Merci à vous. Georges Ameke. Une préoccupation étagée. Allez-y, prenez étage après étage. Parce qu'il a commencé par dire qu'il a fait un enfant. Il l'a pas reconnu. Mais il a mis le nom dans l'acte. C'est ce que j'ai cru entendre. La première reconnaissance, c'est que ton nom soit porté sur l'acte de l'enfant. Oui. On dit père, on met le nom de... C'est Michel de Nkwaban? Oui, Michel. De Nkwaban. Dès que c'est père Michel de Nkwaban, il est ton fils. Légalement, il est ton fils. Maintenant, tu as un patrimoine, tu es mort. Avec testament, ayant laissé un testament, dans lequel tu ne lui as rien légué. C'est ce que j'ai suivi. Cet enfant ne peut pas être évincé de ta succession. Les seuls enfants qui sont évincés de la succession, c'est ceux qui ont attenté à la vie de leur père. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'il faut dire, puisqu'ils mélangent en même temps les questions de naissance et les questions de gestion de l'héritage. Il n'a rien légué à son fils, mais il a laissé un testament, certainement où il a dit un certain nombre de choses, où il a donné des biens à d'autres. Il faut dire que lorsqu'un parent meurt, lorsqu'il vit déjà avant de mourir, il y a ce qu'on appelle la quotité disponible et la réserve héréditaire dans ses biens. Ces biens, s'il a des biens qui sont un bloc, qui sont 10 ou 100, la quotité disponible, c'est un tiers. Oui. Il peut en disposer à sa guise. La réserve héréditaire, c'est 3/4. C'est 3/4. Donc, s'il pense qu'il va vendre tous ses biens et rendre sa succession vide et déposséder sa progéniture, il ment. Il y aura parmi les malheureux qui auront reçu une partie de ses biens, ceux qui on va rapatrier ses biens dans son patrimoine. Oui. Parce qu'il serait allé au-delà de ce qu'il pouvait céder à des tiers. La quantité disponible. Donc, la réserve héréditaire est répartie entre les enfants légitimes. Maintenant, dans les enfants légitimes, il y a les enfants légitimes tout court et il y a les enfants légitimés. Oui. Ceux qui sont nés avant le mariage et que le mariage est venu régulariser leur filiation. D'accord. Maintenant, il y a les enfants naturels. Si c'est un fils qu'il a eu, dont il a le nom à l'acte et qu'il dit qu'il n'a pas reconnu et tout, or, dès qu'il y a le nom de l'acte, il a reconnu. Oui. S'invite de facto et de jure. Donc, en fait, et en droit, dans sa succession et fait partie de ses héritiers. Il est avec ses autres frères co-héritiers
de son père. D'accord. Alors, Évêque, il y a d'abord Michel. Il y a Michel qui revient. Est-ce que Michel a d'autres préoccupations? Vous pouvez noter ses préoccupations. Oui. Oui, c'est Michel qui revient. Oui, Michel. Je reprécise, je n'ai pas reconnu cet enfant, mais il porte tout simplement mon nom, Michel. Je ne l'ai pas reconnu. Voilà la précision. Mais sur la déclaration, c'est moi qui ai déclaré sa naissance. Mais sur le nom de père, il n'y a pas de nom de père. Mais il porte quand même mon nom, Michel. D'accord. Voilà ma précision. Alors, je veux comprendre. Michel, sur le nom du père, il n'y a pas votre nom. Il n'y a pas mon nom. L'enfant a quand même porté votre nom. Oui. Sans que votre nom, ne soit mentionné à l'espace nom du père. Exact. Cet enfant est-il mon enfant juridiquement? Non. Si j'ai laissé un testament, a-t-il le droit d'attaquer ce testament? Alors, le juriste a répondu, hein. L'enfant, tant il est déjà votre enfant, mais n'est pas légalement votre enfant. Puisque il n'y a pas votre nom mentionné. Nom du père, il n'est pas. Donc, il ne peut pas s'inviter à votre succession. Même s'il porte votre nom. Légalement. Il s'appelle Michel. Michel peut être l'ami de sa mère ou le soeur. Légalement, vous ne l'avez pas reconnu. Oui. Légitimement, c'est votre fils, mais légalement, vous ne l'avez pas reconnu. Maintenant, venir à votre succession, ce n'est pas des questions légitimes. Si c'est un partage amiable dans la famille là-bas, on peut lui donner un peu. Que ses frères reconnaissent que c'est leur frère ou c'est cela, on peut lui donner un peu. Mais si c'est du point de vue légal, il n'existera pas. À moins qu'il fasse une revendication de paternité pour justifier que ce monsieur a été son père. Mais s'il est déjà mort, ça complique l'affaire. Même comme s'il y a des témoins qui peuvent justifier que c'est lui qui était son géniteur. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'autres problèmes. C'est lui qui allait déclarer la naissance. Mais il a refusé de porter son nom dans l'acte de l'enfant. Il a méconnu l'enfant. Oui. Et l'enfant n'est pas légalement son fils. D'accord. Je rappelle que vous nous appelez. Vous pouvez être dans cette situation-là, ou vous pouvez connaître des personnes dans cette situation-là. Vous pouvez poser toutes vos questions ou même exposer les cas de figure que vous vivez. 640 61 38 42, 640 61 38 42, 640 61 38 42, 671 15 73 21, 671 15 73 21. C'est-à-dire que sans vous juger, on vous écoute et on pourra voir notamment ce qu'il y a lieu de dire autour de la situation. Il faut préciser que dans le prolongement de la préoccupation de Michel, Michel nous amène à la question de succession. On était sur la garde de l'enfant, on vient d'émigrer sur la question de succession. Oui. Nous l'avons traité ici il y a deux ou trois semaines. Oui. Dans le cas de droit pour tous. Droit pour tous. La succession dans laquelle il nous a plongé aujourd'hui, il faut préciser que la succession est très facile lorsqu'on a affaire aux enfants d'un seul lit. C'est-à-dire un père, une mère, leur progéniture. Oui. C'est plus facile. Mais lorsqu'une succession doit se faire entre enfants de plusieurs lits, ça devient compliqué. Une autre affaire. Je crois qu'on avait déjà expliqué quand même la situation. Alors, prenons quelqu'un au téléphone sur la première ligne au téléphone. Allô? Allô, bonsoir, modèle de quelqu'un. Allô, bonsoir. À qui est l'honneur? Oui. Oui, bon après-midi, c'est M. Kandem depuis Mokolo. Oui, depuis Mokolo, M. Kandem, vous avez la parole, on vous écoute. Je dis bonsoir à Georges Ameke, bonsoir à tous les auditeurs. J'ai une préoccupation cette fois. Bon, moi je vivais avec une fille dans laquelle nous avons fait 3 enfants. Et après, on s'est séparés, elle m'a abandonné avec les enfants. Et je suis resté, j'ai pris une deuxième femme. Que je vis avec elle actuellement, nous ne sommes pas encore mariés, mais est-ce que peut-être la première femme peut perdre la maternité de son enfant? Est-ce qu'elle peut perdre? Et si oui, et aussi que l'homme qui peut-être qui a abandonné peut-être ses enfants à une femme peut perdre si un autre père, si la femme se remarie avec notre père, est-ce que l'homme là peut perdre la paternité de ses enfants? Merci, le monsieur Victor Revenir. Merci, monsieur Kandem. Alors, je crois que la mère reste la mère, Georges Ameke, sauf si je me trompe. Non, on ne peut pas perdre la maternité de ses enfants. Encore la paternité des enfants. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Il a fait 3 enfants avec une femme qui est partie. Il a abandonné ses enfants. Il vit avec une nouvelle femme. La vie doit continuer. Je crois que c'est le commun des familles au Cameroun. Elles sont comme ça. La jeune femme arrive, soit elle a laissé l'enfant sur ses grands-parents,
soit c'est le père qu'elle vient trouver un mari avec des enfants qu'elle va élever. Qui seront ses enfants? Légitimement, mais légalement, non. Oui. Parce qu'elle va vivre avec ses enfants. Si les enfants sont de bonne moralité, sont attentifs, vont devenir ses enfants, elle va devenir leur mère. Oui. Et si elle a pu faire des enfants avec leur père, qui seront leurs petits frères, la vie va avancer. Il sera le père des enfants. Celle-là sera la mère, mais pas la mère légale des enfants. Des 3 premiers enfants. Oui. La vie va continuer. Ben maintenant, il a pris un cas contrario. Si c'est la femme maintenant qui passe se remarier en emportant les 3 enfants, non, ce sera la même chose. Oui. Le mari qui va la réceptionner avec ses 3 enfants va éduquer, encadrer, accompagner les 3 enfants de sa femme, qui seront légitimement ses enfants, mais légalement non. D'accord, c'est noté. Alors, sur la première ligne au téléphone, allô? Allô? Oui, bon après-midi. Oui, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis M. Bellinga. Monsieur Bellinga, vous avez la parole, on vous écoute. Merci pour la parole. J'ai ma fille qui a fait un enfant avec un proviseur. Après avoir fait l'acte de mariage. Ils ont fait l'acte de mariage pendant qu'elle était grosse. Et ce proviseur est également marié, il avait sa première femme, là, ils avaient fait le régime monogame. Et quand il venait faire l'acte de mariage avec ma fille, il a trompé qu'il n'avait pas d'acte de mariage avec sa première femme. Bon, comme elle n'avait pas accouché, et il avait également d'autres femmes qui avaient fait des enfants auparavant. Bon, bref, maintenant, avec ma fille, ils ont fait l'enfant. Et quand la femme qui est à la maison apprend que il a fait l'acte de mariage avec une femme à laquelle ils ont un enfant, une fillette, elle a commencé à faire des problèmes et le monsieur est parti. Et elle a accouché. Et actuellement, elle a des problèmes. L'enfant a presque environ le 28 juillet. Le 28 juillet, hier. Aujourd'hui, oui. Elle a 1 an. C'est une fille. Et pour s'occuper de l'enfant, il faut que ma fille quitte ici, aller lui retrouver là où il est à l'établissement avant qu'elle ait au moins de l'argent pour acheter le lait. C'est ce problème que je voulais poser sur votre table. Quel conseil pouvez-vous me donner? D'accord, monsieur Bellinga, c'est entendu. Alors, je vais faire le récapitulatif rapidement. Oui. C'est-à-dire que le monsieur, qui est un proviseur, a signé l'acte de mariage avec sa fille. Et pourtant, il avait déjà l'acte de mariage avec sa femme. Il n'a pas dit à la fille de monsieur Bellinga qu'il avait déjà l'acte au préalable. Qu'il était déjà marié. Qu'il était déjà marié. Et donc, nécessairement, lorsque sa femme a fini par découvrir, elle a créé des problèmes. Du coup, c'est en contournant un peu que le proviseur peut s'occuper de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut aller le voir à l'établissement scolaire. C'est-à-dire que face à cette situation, comment il réagit, quelle est la démarche? Faut-il... c'est un peu compliqué. Bon, non. Ou pas vraiment? Le droit connaît toutes ces situations. Monsieur le proviseur est un filou. Est un filou. Est un escroc sexuel. Il a mis la jeune fille, la fille de monsieur Bellinga, dans la situation de bigamie. La bigamie est une situation, dès qu'elle est relevée, est une cause de nullité du deuxième mariage. Oui. Parce que tu t'es précédemment marié dans un régime monogamique, c'est-à-dire qu'une femme, c'est-à-dire que tu as décidé d'avoir une femme. Oui. Et que plus tard, sans avoir divorcé de la première, tu peux contracter un nouveau mariage. Son mariage est voué à l'échec. Oui. C'est une cause absolue de nullité de mariage. Oui. Mais ça n'absout pas les droits de l'enfant vis-à-vis de son géniteur. Il reste et demeure le géniteur de cet enfant, de la petite fille dont l'anniversaire est aujourd'hui 28 juillet. C'est lui le père. Et il a le droit, l'obligation de verser des aliments ou alors une pension alimentaire à la mère et à l'enfant. La mère qui s'est retrouvée, qui a sur la main un acte de mariage qui en réalité n'existe pas. Oui. Mais ça n'enlève à rien qu'elle soit la mère de l'enfant, de ce proviseur dont on ne pourra pas qualifier ici. Maintenant, le fait pour ce proviseur de se rendre indisponible
et de ne pouvoir réagir que lorsqu'on parle le retrouver à l'établissement prouve qu'il est responsable. C'est-à-dire que la femme de ce proviseur, qui n'a déjà pas elle-même d'enfant, ne veut pas voir ou entendre parler du nouveau-né. Parce qu'il n'a pas discuté avec celle-là. C'est vrai qu'il y a des femmes qui n'admettent pas qu'une nouvelle femme arrive avec un enfant. Parce que lorsqu'elle n'a pas accouché, tu arrives dans leur vie de couple avec un enfant, tu as l'ascendant sur elle. Oui. Trivialement, c'est ce qu'on estime. Donc, celle qui est venue avec l'enfant passe directement reine-mère. C'est la pépite du couple. Donc, tu lui imposes une polygamie non voulue. Encore que les questions d'accouchement, ce n'est qu'une question de retard. Oui. On voit aujourd'hui des femmes accoucher sans utérus. On voit aujourd'hui des femmes accoucher à 50 ans, 55 ans. Donc, les questions de monopause et autres, vraiment, la vie d'aujourd'hui nous montre beaucoup d'autres choses. Oui. Maintenant, ce proviseur, ce monsieur, cet enseignant qui est devenu proviseur, ou alors qui est proviseur au moins, la fille de M. Belinga le rencontre, a joué sur la psychologie de sa belle famille, entre guillemets. Sauf si la jeune fille allait se marier en catimini. Ou est-ce qu'il a dupé et M. Belinga, et la famille de M. Belinga, et la fille de M. Belinga. Parce que ça veut dire qu'il allait se marier dans une... Est-ce qu'il y a eu publication de banque? C'est une autre question. Oui, parce que est-ce que la communauté était au courant que ce type veut se marier? Auquel cas, comment personne n'a pu savoir que le type qui veut te épouser là, c'est un ancien marié, et qui n'a pas le courage de divorcer. D'accord. Donc, pour finir rapidement en quelques secondes, oui. M. Belinga peut astreindre ce monsieur en justice, afin que si de manière amiable, il ne consent pas à verser régulièrement une pension alimentaire à la jeune fille pour qu'elle s'occupe de cet enfant, que ce soit le juge qui l'y contraigne. Oui. Parce que c'est lui qui a créé cette situation, il doit s'occuper en même temps de la fille, parce qu'il a menti. Il a menti à la jeune fille. S'il veut, parce que si tu épouses une fille, tu ne te comportes pas comme ça. Oui. Même si tu as une deuxième bureau, tu ne te comportes pas comme ça. D'accord. Allez, on marque un arrêt, on revient. Il est 17h. Profite du moins cher avec Orange Money. 1% les frais de retrait en scannant le QR code d'un point de vente via MaxHit. Orange Money. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes au téléphone. Vraiment, on va prendre comme ça au téléphone. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bon après-midi, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Laetitia. Laetitia, vous avez la parole, on vous écoute. D'accord. Maître, bonjour. Bonjour, Laetitia. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. C'est une mise en situation. Alors, mon frère, je débriefe rapidement. Mon frère a été avec une dame, enfin, il est avec une dame qu'il a rencontrée depuis 10 ans. Et quand il était aux affaires, il n'a pas eu d'enfant avec cette dame, mais il a acheté un terrain du côté de Nyom. Il a construit, il a tout mis au nom de la dame sans être marié avec la dame. Bon, quand ça a commencé à vaciller, tout ça là, il s'est mis avec une autre, avec laquelle il est maintenant. Seulement, quand il s'est rendu compte, je peux dire, de sa bêtise, étant donné qu'il a fait des enfants avec celle qu'il est avec, là maintenant, un conseil lui a demandé que pour pouvoir rentrer dans son patrimoine, il faudrait qu'il épouse la dame en question. Et il l'a fait il y a 1 an. Bon, nous on se demande, est-ce que c'est encore vraiment possible qu'il puisse rentrer dans son patrimoine, même en l'ayant épousé? Il n'a pas d'enfant avec la dame, rien, mais il avait tout mis au nom de la dame, c'est-à-dire le terrain, la construction, tout. D'accord, c'est entendu, Laetitia, merci. D'accord, merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est une situation compliquée, mais qui se rencontre presque toujours. Parce que lorsque les hommes se laissent entraîner par l'autorité d'une femme qui a certainement un ascendant psychologique sur lui, un homme qui est en situation, qui produit de l'argent, mais qui crée un patrimoine et qui met le patrimoine entièrement à la responsabilité de l'autre,
certainement pour lui témoigner son amour. Mais malheureusement, ne sont pas allés jusqu'au mariage. Donc du coup, il est possible même qu'il justifie que c'est lui qui a acheté. Mais aucun papier n'est à son nom. Oui. Ce que la femme va contester va naître maintenant un gros problème. Bon, le conseil lui a dit, épousez cette femme. Mais les biens sont postérieurs au mariage, antérieurs au mariage. Lorsqu'il faut peut-être aller au divorce et liquider le patrimoine, la communauté, c'est difficile. C'est difficile, mais jamais impossible. Oui. Parce que le juge n'est pas dupe. Il faut dire également que la législation camerounaise reconnaît le concubinage. Le concubinage est créateur de droits. C'est-à-dire qu'une femme qui a passé un nombre d'années avec vous, vous ne la répudiez pas comme une malpropre. Dans votre bien, dans la construction de votre patrimoine, elle intervient. Et elle a la possibilité de tirer les dividendes de ce que vous avez créé ensemble. Il en est de même pour l'homme. Oui. L'homme ne peut pas être totalement transparent dans votre vie. Et le juge appréciera depuis quand vous êtes ensemble. Pendant que vous étiez ensemble, qui faisait quoi? Parce que la femme peut tenter de mentir. Non, c'est ma tante qui m'a envoyé l'argent sur elle. Non, on va donner la traçabilité. La tante, elle est où? Ça envoie laquelle fait tout. Bref. Oui. Quel est le travail qu'elle parce que visiblement, il s'est remarié pour aller à la conquête de ses biens. Les récupérer, ressortir de son mariage pour retrouver celle que Dieu a mis entre ses mains et qui lui a fait des enfants. Vous voyez comment la vie est compliquée? Parce que là, maintenant, elle se retrouve en situation de polygamie, même si elle n'en est pas une. Oui. Est-ce qu'il a épousé celle qui lui a fait les enfants? Certainement, on dit, ça ne l'a pas dit. La première, qui est au courant de toutes ces situations, donc du coup, qu'il crée une situation de polygamie simplement. Qu'il négocie avec sa première compagne, qui est aujourd'hui son épouse, parce qu'ils sont légalement mariés, qu'il permette à l'autre fille d'intégrer la vie conjugale. Si malheureusement pour lui, il allait contracter un mariage monogamique, il a davantage compliqué sa vie. Parce qu'il va falloir divorcer de celle-là pour maintenant faire un mariage polygamique en y insérant la deuxième qui a pu apporter à cette famille, désormais à 3, une progéniture. Le tout, c'est de savoir composer les uns avec les autres. Parce que hier, elle était le bourreau, elle s'est approprié tout. Maintenant, l'homme est reparti lui-même en signant un acte de mariage. Monsieur le mentaliste. Il est allé là signer un acte de mariage. Maintenant, il s'est lié dans une relation conjugale légale. Comment tu fais maintenant? Parce que maintenant, pour rechercher tes biens, il faut que c'est un divorce. Maintenant, les biens sont antérieurs au mariage. Oui. Il va falloir justifier. C'est-à-dire que c'est un imbroglio total. Une opération très Je crois que le conseil aurait dû réfléchir davantage avant de l'engager dans un processus qui aujourd'hui est un peu plus long que ce que l'arrangement amiable aurait produit. D'accord. Quelqu'un d'autre sur la ligne? La première, au téléphone, allô? Modeste Bonté, bonsoir. C'est Jean-Jacques Foucault. Modeste Bonté, oui. Galère. Il y a confusion de voix alors. Non, Galère fatigué. Bonsoir Georges. Bonsoir Galère. Mais j'avais une préoccupation, ce qui m'intéresse là, parce que la loi, vous lisez la loi, c'est partiel, mais je voudrais savoir quelles sont les sanctions prévues. Par exemple, un cas où vous avez dans les bandits, quelqu'un s'est marié, il n'a pas bien lu, il a tué une monogamie, et maintenant il trouvait le sucre dehors, il peut dans les enfants, il part se remarier. Pendant qu'il est déjà marié, il a tué une monogamie. Bon, qu'est-ce que la loi, quand on lit la loi là, quelles sont les sanctions prévues? Est-ce qu'ils auront un Yahoo, des Yahoo? Quelles sont, parce que les gens nous écoutent là. Il faut que même les femmes qui épousent des garçons, pendant que ces femmes sont déjà mariées, il faut qu'elles doivent comprendre là-bas, étant au quartier, que non, cette peine peut-être 10 ans, que 8 ans, et c'est à risque. Parce que là, quand vous dites tellement, vraiment, voilà ce que le monsieur qui est proviseur, ce qui est vraiment, il faut dire la loi, que les gens aient peur de ne plus venir nous déranger, nos enfants, parce que ce qui est souligné là, moi je connais des cas comme ça, où les gens sont mariés,
Et il est marié là, monogamie. Il avait peur de sa femme, de tuer polygamie, comme nous le dit Alain Gonsi. On ne tue pas le famille. Et maintenant, vous voyez, il se remarie là dehors. Et quand il constate que c'est faux, il tue. Qu'est-ce que la loi prévoit les sanctions? Oui. Merci Guy Alain. Guy Alain veut entendre les sanctions. Il souhaite. On est en matière civile. Oui. On n'est pas en matière pénale. Il faut dire que la première sanction, c'est la nullité du deuxième mariage. C'est la nullité. C'est pour ça qu'on demande mariez-vous aux personnes que vous connaissez. Comment tu fais pour vivre avec une femme ou un homme sans que tu n'aies une idée de ses antécédents? Parfois, ce sont les mariages d'opportunité. Ça veut dire que c'est un malin et demi. Les deux sont des malins et ils se coincent, ils se rattrapent, ils tombent tous dans la boue. Parce que si tu épouses un homme dont tu n'as jamais approché sa famille, tu ne sauras jamais qu'il est marié avant. Oui. Vous êtes rencontrés au bar, au snack, vous buvez tous les jours, tous les soirs, vous êtes autour du port, vous mangez le port, vous partez, et il vient chez toi, il lui-même prend une chambre à côté alors que ce n'est qu'une chambre d'escapade. Oui. Aujourd'hui, avec les meublés, c'est devenu plus compliqué. Plus compliqué. Oui. Il ne va jamais t'amener chez lui, il va anticiper X ou deux situations et tout, tu te contentes de ce qu'il te donne jusqu'à ce qu'il te foute dans la merde. Or, dans une relation sérieuse, où vous avez pris du temps, il y aura au moins un deuil dans sa famille, tu te rendras. Et tu pourras constater exactement qui il est. Tu pourras avoir un ami dans son entourage immédiat à qui tu poseras une ou deux questions. Tous ne seront pas des filous. Oui. Mais comment tu fais jusqu'à épouser un homme sans que tu n'aies su que son monsieur est un ancien marié, parfois avec des enfants? Oui. C'est-à-dire que tu t'es mise dans une bulle et la sortie de cette bulle est fatale et dévastatrice pour toi. Oui. Parce que c'est ce qu'on dit, nul ne peut se faire de ses propres turpitudes. La seule et unique sanction déjà, parce que personne n'a été contraint, ce n'est pas un mariage forcé. Si c'était des mineurs, on sait ce que tu peux subir. Oui. Pour avoir contraint un mineur à t'épouser ou alors à copuler avec un mineur et tout, on sait ce que cela représente. Mais là, c'est un adulte ou alors des mineurs émancipés. Parce que quand une fille, elle a 16 ans, elle a déjà accouché, c'est un mineur émancipé. Elle a les mêmes droits qu'un adulte, qu'un majeur. Donc, un adulte qui va se lier d'amour et d'amitié avec quelqu'un et qui finit par convoler juste en criant dehors, parler encore. C'est ce jour-là qu'on va dire que tu dis me parler encore, tu parles de qui exactement? On appelle le don, mais voici ton mari qui danse ici en route. Quand il va arriver avec chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu te maries encore? Tu es garçon d'honneur ou qu'est-ce qui t'arrive? C'est le jour-là que, le jour de l'apothéose, tu te rends compte que tu as été ridicule. Oui. Tu viens d'épouser un bandit. À l'image de monsieur le proviseur, qui, je suis sûr qu'avant de convoler juste non savant avec la jeune fille, montrait des signes d'un homme très attentionné. Oui. Maintenant qu'il a eu la fille, il a eu l'enfant, on doit le chercher pour qu'il donne l'argent du lait. C'est de l'irresponsabilité. D'accord. Alors, on va donner la parole à Evan Cam tout à l'heure. Quelqu'un au téléphone d'abord. Au téléphone, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je suis depuis Fou. Monsieur Kandem. Monsieur Kandem de Fou. Bienvenue. Voilà. On vous écoute. Ouais, j'ai ma préoccupation là. J'ai eu un jugement de nullité au décès de mon père. Mon neveu a fait appel au jugement de nullité. On nous a nommé tous deux administrateurs des biens. Moi, administrateur principal et lui co-administrateur en remplacement de son père décédé. Mais il a vendu presque notre patrimoine sans mon consentement. Est-ce que je peux avoir de bonnes revendications? Merci. Merci à vous, monsieur Kandem. Il faut dire que le neveu est venu en représentation de son père décédé. D'accord, c'est légal. Mais il faut dire que tant que vous n'êtes pas parti, d'abord il a dit, qu'est-ce qu'il a vendu? Leurs biens. J'imagine des biens fonciers. Des biens fonciers. Il faut dire que tant que la succession de son père, peut-être M. Belinga, je ne sais pas grand-chose, hypothèse d'école, tant qu'ils sont encore dans l'indivision, aucune vente ne peut se faire de manière séparée. Oui. Elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Oui.
pour que la vente soit valable, il faut que, à tout le moins, d'abord tous les cohéritiers, parce que si lui il est venu à l'arrebantation de son père, il n'est pas le seul fils de son père. Oui. Et ce n'est pas son seul consentement qui vaut. C'est Dominique Donfou, je crois. Kandem Donfou. Oui. Lui aussi, il est administrateur. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient seulement 2 frères. S'ils étaient seulement 2 frères, lui, son neveu et ses sœurs, parce qu'il n'est que représentant d'une fratrie, celle issue du ménage de son frère décédé. Donc tout ce qu'il vend à l'insu des autres, c'est des ventes nulles. Si M. Kamdem conteste ces ventes, même s'il est allé jusqu'à donner les titres fonciers, les titres qui seront annulés, c'est des ventes nulles. Et ceux qui viennent acquérir, imaginons que c'est des espaces immobiliers, à l'insu de la famille, font une très mauvaise affaire. Lorsqu'une succession est dans l'indivision, faites l'effort d'avoir le consentement de tout le monde, tous les co-héritiers. Ou si ça ne te plaît pas, engage une procédure de sortie de l'indivision. Que ton vendeur sorte de l'indivision par un acte de justice, par une décision de justice. À ce moment-là, il aura sa parcelle, il pourra disposer à sa guise. Mais tant qu'il n'est pas sorti de l'indivision, il y a un comportement à observer. D'accord. Vous comprenez un peu? Tout à Donc, fait. M. Kamdem a encore des voies de recours pour rentrer en possession de ce qui leur est dû. Alors, Hervé Akam, vous avez un aperçu général autour de la question, notamment de la garde des enfants. Je vais peut-être, et ça c'est peut-être au niveau des mentalités, il y a bien des dames, là je n'accuse personne, qui font parfois des enfants avec des hommes en sachant qu'ils sont sur le plan financier plutôt à l'aise et que cela peut être un bon moyen de maintenir un train de vie. Elle va insister pour garder les enfants avec elle et en même temps elle va insister pour qu'on lui verse une pension et ça devient un peu comme un travail. Il y a plusieurs des hommes mariés qui se sont séparés avec, enfin ils ont contracté des mariages, mais c'était des mariages d'opportunité comme je le disais. Quelques années plus tard, après avoir eu un enfant, on décide de se détacher de ce dernier en sachant qu'il sera bien obligé de nous verser une pension. Est-ce que là il n'y a pas une mentalité quand même à réprimer? Bon, alors, sur ce point-là, en réalité, les exemples nous viennent souvent d'Europe. Quand on regarde un peu. Mon grand frère, avant de venir sur le plan mental, il faut préciser que l'exemple que tu donnes est empreinte de filouterie, de vol et d'escroquerie. Je vous ai indiqué ici que la garde des enfants peut se discuter de manière amiable. Et si on va chez le juge, lorsque le divorce, vous avez dit qu'ils se sont mariés, maintenant ils décident de se séparer. Elle a eu juste quelques années et puis elle dit ok, la d'accord, séparation n'est pas la chose. La séparation c'est quelque chose de normal. La loi ne force personne à demeurer dans un ménage ou dans une relation conjugale. Si tu décides de sortir, on prononce le divorce au tort exclusif de l'une des parties. Si l'autre n'a commis aucune faute, il n'a pas demandé le divorce. Toi tu sollicites de sortir, ardemment de sortir de cette affaire. Mais ce divorce sera prononcé à tes torts exclusifs. Parfois, on utilise l'argument « il me bastonne ». Et aujourd'hui, avec les make-up et autres, c'est possible de fabriquer un scénario. Zéro. Le juge ne se laisse pas prendre à cette supercherie. Il faut justifier. Ton make-up, on va t'amener à l'hôpital, on va nettoyer. On va te demander quel jour tu es allé acheter le sparadrap dans quelle pharmacie, quel jour. D'accord. On va demander la facture. Donc c'est davantage, c'est plus profond. Mais bien sûr, les femmes, non, on ne dupe pas le juge comme on veut. En face, il y a une défense. On va te dire que ce que tu racontes là. D'accord, la bétadine que tu as mis là, tu l'as acheté où? Non, c'est ma voisine qui m'a donné. Bon, ça veut dire que si on peut voir une amie qui est médecin. Si tu n'es pas allé à la pharmacie, ça veut dire qu'une application d'une seule minute, du fait du dépendant de ta voisine, a réglé l'affaire, donc c'était pas si grave que ce que tu veux nous faire croire. D'accord. Bref, on ne dupe pas le juge comme on veut. Sauf pour ceux qui vont sans se prévenir. Quand tu y vas, si tu n'as pas le temps de réfléchir à ces questions, tu t'entoures d'un conseil qui va défendre ta cause. Et si on a prononcé le divorce à tes torts exclusifs, tu n'es pas sûr que tu auras la garde de l'enfant.
Je vous ai dit qu'il y a des conditions dans lesquelles on retire à l'enfant, à la femme, la garde de l'enfant, même mineur. Oui. C'est pas automatique que parce que l'enfant avant 7 ans va obligatoirement rester chez la mère. On va découvrir et déceler en toi des velléités de spoliation, de banditisme qui peuvent amener l'homme à refuser que tu aies la garde de l'enfant. Maintenant, le problème peut devenir utile lorsque l'homme en question, d'abord vous avez dit qu'il est marié, il s'est marié avec la femme. Oui. Donc il n'a pas peur de ce qu'on sache que c'est son enfant. Parfois c'est l'homme, le deuxième bureau, à qui on fait du chantage. Ah d'accord, deuxième bureau. Si l'homme, dans une escapade, s'est lié d'amitié avec toi et toi tu l'as piégé ou vous avez fait un enfant, il est obligé d'encadrer cet enfant à bonne distance de son épouse, qui ne devrait pas être au courant de cette affaire parce que ça peut empoisonner sa vie. Oui. C'est à ce genre de personnes qu'on fait du chantage. Mais celui qui t'a légitimement, amoureusement épousé, que tu veux spolier par des stratagèmes de ce genre, on peut te retirer la garde de cet texte. Mais la vraie question là, quand on regarde un peu les rapports hommes-femmes qui viennent d'Europe, etc., moi je trouve toujours que c'est la femme qui est en situation de faiblesse. Parce qu'effectivement, c'est elle qui cède facilement à l'argent qui vient d'ailleurs et qui succombe à cette faiblesse en acceptant, en acceptant effectivement qu'elle ait cette grossesse, et donc elles font des enfants. Et maintenant, quand il faut faire des enfants, quand elle fait des enfants, si elle n'avait pas les moyens pour élever l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Ça devient difficile parce qu'elle ne peut plus demander à celui qui a fait l'enfant, qui est parti et qui ne veut plus revenir, parce qu'effectivement, elle a d'autres contraintes là-bas, peut-être qu'il est marié, etc. Et donc, ça devient un peu complexe. Donc, c'est pourquoi, quand on n'est pas en situation comme on le voit, c'est-à-dire de besoin d'enfants chez nous, le Cameroun n'est pas en train d'encourager une natalité pour qu'on ait plus d'enfants d'ici 10 ans parce qu'on va aller faire la guerre, etc. Non, on n'est pas dans cette situation. Si on était dans cette situation, ce serait bien effectivement que l'État prenne ces enfants en charge, comme ça se fait un peu partout, surtout en Russie maintenant, où la natalité commence à remonter parce que que vous fassiez un enfant dans un contexte aussi difficile dans la situation dans laquelle elle aussi se trouve, tout de suite on commence à donner des sous à cet enfant. Accompagner l'enfant. On accompagne l'enfant aussitôt. Et la mère aussi. Et la mère aussi. Et donc nous on n'est pas dans cette situation là. Donc à mon avis, ce qu'il faut, c'est protéger d'abord l'enfant, protéger aussi la femme, parce que la femme c'est l'avenir de l'humanité, il faut les protéger. Alors, on va prendre quelqu'un au téléphone, et apparemment il est parti, allons plutôt sur la deuxième ligne. Allô? Oui, allô? Oui. Bon après-midi. Maï est de retour, on vous écoute Maï. Oui. Bon, déjà, avant d'avoir un petit mot pour ce que tu disais sur ce cas. Bon, ce problème arrive, hein, que ce soit actuellement en Europe, c'est ça même le grand problème, le nouveau métier de beaucoup de filles. C'est que toi, le garçon, tu vas le travail. Tous nos frères, ils se font les coups bas là, elle vient faire l'enfant, il y a peu de papier, elle fait les problèmes chaque jour. Et puis tu divorces, comme tu dois aller au travail, tu sais que tu ne vas pas prendre la garde de l'enfant, parce que c'est juste que tu perds ton travail. Et maintenant, elle reste au quartier, elle ne travaille pas, elle reçoit l'argent chaque jour. Oui, ça arrive. Du coup, son travail, c'est qu'elle est mère. Ouais. Maintenant, j'avais une question aussi à poser à Georges. Justement, j'ai un garçon qui arrive sur la main, quelqu'un qui m'a posé une question, à savoir, il vivait en concubinage et il a une fille, elle a accouché des jumeaux. Seulement que pendant que les jumeaux avaient 9 mois, il n'avait pas terminé de faire la naissance, elle est morte. Et maintenant il veut savoir comment il fait pour faire la naissance, parce qu'il paraît qu'il s'est confronté en voulant faire l'acte de naissance, on lui disait qu'il venait avec la femme, comme elle était morte, il est bloqué un peu. Donc les deux enfants sont en vie? Oui, ils sont nés, ils sont là, ils ont presque déjà un an, mais la maman est morte, il y a 6 mois, il y a peut-être 2-3 mois. D'accord, merci Maï. Alors, comment est-ce que... le frère de Maï? Oui, ce monsieur arrive à faire l'acte de ses enfants dans la mesure où la mère est décédée? La mère est décédée pendant l'accouchement? Visiblement. Je vous indiquais ici que les déclarations de naissance sont faites depuis la formation hospitalière. Le jour de la naissance. Dès que tu as été admis à l'hôpital
enceinte dans le but d'accoucher, à la maternité, les sages-femmes qui te prennent en charge, c'est la major du service. Toi, parce que ce n'est pas en vie. Tu dois aller avec un certificat. Comment on appelle Le genre de mort. De décès. Non, de décès. Certificat de décès. Le genre de mort, c'est avant l'enterrement. Pardon, ouais. Tu dois aller avec le certificat de décès de la dame. Et au besoin, avec un des parents de la dame. Parce que, à moins que ses parents soient prédécédés avant elle, son père et sa mère, sauf si tu étais dans une relation où tu avais volé l'enfant d'autrui, on ne savait même pas avec qui il vivait, où il vivait, de quoi s'agit-il, lequel en est décédé, tu as même peur de te pointer dans la famille. Mais si la famille est au courant que tu avais leur fille, elle est décédée, ensemble vous avez fait les obsèques de la dame en question, vous portez l'information à la connaissance du magistrat municipal. Oui. On va inscrire que les enfants sont nés de tels dont la filiation est. Et si les parents sont d'accord et autres, puisque c'est toi qui étais à l'hôpital avec la femme et tout, on peut inscrire ton nom comme père de ces enfants. Oui. Et on dresse l'acte des enfants, parce que les enfants sont vivants. Les enfants ont droit à des actes. Il a dit c'est des jumeaux ou des jumelles. Oui. Les enfants ont droit à des actes de naissance. Maintenant, si la municipalité refuse de s'engager parce que la mère n'a pas donné son consentement, tu saisis le juge. Une ordonnance du juge va permettre au maire de te faire établir les actes de naissance pour tes enfants. Donc le juge va ordonner au maire qu'on puisse te produire des actes de naissance de tes enfants. Oui. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Et tout cela, et puis il faut dire, même dans des unions où les gens ne sont pas mariés, on a besoin des témoins. Un témoin pour le père potentiel et un témoin pour la mère. Qui vont justifier que oui, on a vu ces messieurs ensemble, c'est elle la mère, c'est lui le père. On perçoit leur signature. On prend leur carte d'identité, on remplit des documents où ils vont signer, qui sera assorti aux documents qui vont permettre que l'acte de naissance soit constitué. D'accord. Allez, on va prendre quelqu'un sur l'autre ligne au téléphone. Allô? Oui, bon après-midi. Il est parti. Alors, quelqu'un d'autre sur l'autre ligne. Je crois qu'on va marquer d'abord le break et on va revenir. Qui a ça en toi avec Yamo Holidays? Commande ton pack Yamo Holidays sur Glotello et enjoy 39 gigas offerts pendant 3 mois. Rendez-vous sur www.glotello.cm. Au téléphone, allô? Au téléphone, allô? Oui, allô? Bon après-midi. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je suis je reviens à nouveau. Je voulais avoir votre contact parce qu'il faut que je vous rencontre pour qu'on en discute un peu. Je ne peux pas monopoliser la radio parce que beaucoup. D'accord. Si vous avez du temps, passez mercredi à la radio, à midi. Voilà. Oui. Mercredi à midi, à la Royal FM. Je ne vous suis pas. Passez mercredi à midi à Royal FM. C'est possible? Mercredi à 12h. Oui, à Royal FM. Mercredi, bon, je vais rappeler mercredi. D'accord. Soyez là à 12h. Venez à Royal FM. Ou à défaut dimanche. Que je vienne à Royal FM à 12h. Oui, mercredi. Merci, ça marche. Je vous en prie. Sur l'autre ligne, quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est l'honneur? C'est M. Ongba depuis Nkwaba. Depuis Nkwaba, M. Ongba, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, je salue tous vos parents. Et je vous remercie infiniment pour les connaissances et tout ce que vous nous apportez. Oui. Je vais juste poser une simple question à vos panélistes. Oui. Bon, lorsqu'on essaie de comparer l'époque de l'Ésaïe et l'époque selon laquelle les Européens sont venus nous prouver de toutes ces lois, moi, mon constat est simple, c'est que l'époque de l'Ésaïe, il n'y avait pas une mine dans les familles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes ces lois-là, qui sont censées réguler, on a comme l'impression par moment que ces lois-là mettent le désordre dans toute notre vie. Alors moi, j'aimerais demander à ceux qui sont en studio là-bas, que est-ce que, en tant qu'Africains, ils n'ont pas déjà pensé un jour comment est-ce qu'on peut revenir à nos valeurs, comment est-ce qu'on peut revenir à ce qui faisait notre force
à ce qui faisait notre dignité, à ce qui faisait notre savoir-vivre. Comment est-ce qu'on peut mettre ça dans nos, soit constitution ou je ne sais pas quoi, pour qu'on revienne de façon normale. Parce que quand on vient de voir, au niveau de l'héritage, il n'y avait pas ce problème. Au niveau de vous, parce qu'on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, tout est basé sur l'argent, alors qu'à l'époque de nos aïeux, tout était basé sur l'être humain. Et ça nous... Donc ma préoccupation, c'est que, est-ce que nos spécialistes, nos docteurs, tous nos avocats qui sont chez vous là-bas, ne peuvent pas nous ramener dans cette façon de vivre pour qu'on ait un peu la santé morale, physique, spirituelle et autres. Je vous remercie. Merci, M. Ongba. M. Ongba pense qu'avant était mieux qu'aujourd'hui. Hein. Hier était plus paisible, plus calme. Aujourd'hui, les lois sont venues et tout semble aller à volo. Bah, disons, c'est difficile de comparer les deux périodes, quoi. La période antécoloniale et la période postcoloniale. Je crois que c'est deux cosmogonies qui sont différentes. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on ne peut pas aussi dire qu'avant que les Européens arrivent avec le droit positif, hein, que tout était bien. Ce qui se posait souvent des problèmes, mais ces problèmes étaient résolus souvent par les familles, de manière assez juste et équitable, quoi. Mais aujourd'hui, bon, il faut passer par les lois. Souvent, ce problème, ça devient... finalement, ça passe souvent par le pénal, puisqu'il y a des gens qui se font emprisonner là, pour des problèmes liés à la pension, etc. Or, souvent, quand il y avait des problèmes, par exemple, la pension, ça s'est réglé dans nos traditions. La pension, c'était quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme avait un enfant avec quelqu'un qui venait pleurer le deuil, parce que vous savez, quand les gens venaient pleurer un deuil, souvent, au lieu de rentrer chez eux, ils restaient là par amitié, et puis on lui accordait l'hospitalité. Et cette hospitalité faisait en sorte que vous pouvez bâtir une maison là, et puis faire des enfants. Et alors là, quand le problème de l'enfant quand on faisait des enfants, bon, l'enfant devenait l'enfant du village, simplement, ou l'enfant de la famille, du clan. Si vous êtes de tel clan, vous appartenez. Et donc, c'est à partir de là où se nouaient un peu les alliances, etc. Bon, ça s'est vu, c'était pas aussi. C'est parce que c'était, comment dire ça, des communautés, en réalité, ça se réglait dans des communautés. Or, aujourd'hui, on bat au-delà des communautés, puisqu'il y a des gens qui vont épouser des gens au sud, à l'ouest, etc., qui vont épouser au nord, qui ne sont pas pratiquement les mêmes, on n'est pas dans la même cosmogonie. Et donc là, c'est là où il faut maintenant, est-ce que l'introduction un peu des lois a permis de révéler effectivement l'état qu'on ne voyait pas dans nos sociétés traditionnelles, parce que c'est ça, c'est quand vous migrez pour aller dans une autre société, bon, ce qu'il y a chez vous, vous ne le voyez pas, parce que vous trouvez que c'est tout beau. Mais en réalité, c'est l'extérieur qui vous montre un peu les problèmes que vous avez chez vous. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si on peut les résoudre ensemble, pas uniquement dans sa communauté d'origine, mais effectivement à travers toute la communauté. Donc, à partir du moment où on a commencé à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières d'État, parce qu'on avait des frontières d'usage, les gens passaient comme ça, sans problème, pour aller faire une affaire, et maintenant, les gens se stabilisent. Et dans cette stabilité, il faut pouvoir les identifier. Quand vous êtes stable, on sait qui vous êtes, on sait d'où vous venez, de quel clan vous êtes. Et donc, quand vous êtes d'un clan bien précis, c'est à partir de là, effectivement, on peut établir des relations qui sont des relations qui relèvent un peu de la frontière d'État. Parce que l'État a besoin d'identifier les gens. Avant, on ne les identifiait pas. Comme on les identifie aujourd'hui, non, père, enfant. On vous disait, mais votre père, votre aïeul, d'où il sort? Et là, vous déclinez votre généalogie. On est décliné. Hein. Vous venez de tel père, vous êtes fils de tel. Et ça vous venez de tel village, de telle contrée, ainsi de suite. Allez, prenons quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Patrick. Oui, Patrick a la parole, on vous écoute. J'ai une préoccupation. Oui, on vous écoute, allez-y. J'ai une préoccupation au niveau de l'acte de naissance. Donc, j'ai ma fille qui était enceinte par un jeune homme. Et
aujourd'hui, bientôt, là, elle doit accoucher. Bon, je suis votre émission et là, je me pose des questions par rapport à la position du père, parce que lui-même, il est porté disparu. Et sur l'acte de naissance de l'enfant, au niveau du nom du père, quel est le nom qu'on devrait mettre à ce moment, puisque le père, il est porté disparu. D'accord. Là, ma préoccupation. Merci Patrick, merci à vous. Ok. Est-ce que la question se pose réellement? Oui. Le père est porté disparu, on ne sait pas là où il est. Le père est porté disparu. L'espace dédié au père de l'enfant va rester vide. Il n'y a rien à mettre. Je l'ai indiqué tantôt ici aujourd'hui. Ça reste vide. Même si on connaît l'identité du père. Non, on ne met pas le père. Puisqu'il n'y aura pas de documents, CNI et autres. Oui. En son absence, il n'y aura pas de documents. On ne met pas son nom sans son consentement parce qu'on n'est pas sûr que c'est lui. On n'est pas sûr. L'enfant dont on est sûr, c'est l'enfant né dans le mariage. La loi présume que l'enfant né dans le mariage a pour père et mère le mari, pour père le mari de la femme. Oui. Ça, c'est une présomption juridique établie. Maintenant, l'enfant est issu d'une relation libre. Bon, aventureuse. Dans d'une aventure. Il n'y a que la femme qui va dire Foko, c'est le père de mon enfant. Foko, c'est vous le père de l'enfant? Oui. Vous connaissez les conditions qu'il faut pour que l'acte soit établi. Foko viendra avec un témoin, la jeune fille avec un témoin. Oui. On va vous enregistrer. On va vous donner un fichier où on va porter tous vos noms, chacun signe, et puis plus tard, on reste régulariser l'acte de l'enfant en y portant la mention de l'ordonnance de 421, semble-t-il. D'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, on s'abstient de mettre un nom lorsqu'il a été découvert que le géniteur, le vrai, est en cavale, que le père ne se fasse pas une boule, qu'il laisse le vide. On sait aujourd'hui, c'est désormais acquis, la notion de famille monoparentale. Oui. Parce qu'avant, on mettait le nom du grand-père, donc le père de la fille. C'était un enfant incestueux. On a démontré ici que l'enfant peut avoir des problèmes demain. Un peu plus tard, oui. J'en connais une situation dans ma propre famille où ma soeur a laissé des enfants. Son mari, qui est resté avec les enfants, parmi lesquels les filles, parce que les garçons étaient presque valides. L'une de ses filles, pas la première du tout, a fait un enfant, un garçon. Il a porté son nom dans l'acte du garçon. Oui. Il était le père de son petit-fils. Sauf que le petit-fils grandissant se rend au papa. Maman appelle papa, lui aussi il appelle papa. Finalement, c'est grand-père. Or, avant de mourir, lorsque les enfants ont posé le problème, il a soufflé à deux autres filles que, mais s'il veut vous déranger, son monsieur, vous avez une seule question à demander au juge. Qu'est-ce que la mère et le fils peuvent avoir le même père? Question d'invalider la filiation du petit-fils. Lui-même, avant de mourir, dit, si vous dérange, quand vous saisissez le juge, vous demandez au juge que la mère et le fils peuvent avoir le même père. À cette question, tu réponds, tu souris pour voir qu'il y a quelque chose qui est faux. Donc du coup, l'enfant sera dégagé de la filière des enfants. Oui. Il ne sera pas héritier. Oui. Il ne pourra venir qu'en représentation de sa mère, si jamais n'est pas là au moment où le problème se pose. Pour dire que ces enfants ont souvent des problèmes dans leur vie. Quand ils sont tout petits, tout bébés, tout jeunes et tout... C'est banal, ça passe. Mais plus tard, ça pose un problème. Parfois, on prend le frère de la mère ou le cousin de la mère, on porte le nom dans l'acte. L'enfant grandit, remplit tous ses papiers avec père tel, jusqu'à ce qu'il grandisse, il se rende compte que c'est plutôt son oncle. Oui. Et il n'aura pas l'affection du père. C'est vrai. Et ça lui posera un problème. Parfois, vous voyez des enfants adultes qui commencent à chercher son vrai père partout, parce qu'il a un manque qu'il veut combler. Tout à fait. Dans la famille, on ne lui dira jamais qui est le père et tout, mais lui, il se demande pourquoi, qu'est-ce que lui a fait à Dieu pour ne pas avoir un père. D'accord. Parfois, il cherche le farfelu qui a causé du tort à sa mère. Parfois, il cherche le père pour combler le vide de père qu'il n'a pas. Donc, du coup, c'est une des situations compliquées. Et la loi aujourd'hui dit
laisser le vide. Le jour où le père va se revenir des meilleurs sentiments, lorsqu'il va faire la paix avec la mère, il pourra saisir le juge en revendication de paternité. Oui. On va compléter l'acte de naissance. Alors, au téléphone, allô? Allô, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Comment est-ce qu'on vous appelle? Alors, je m'appelle Philippe. Oui, Philippe, vous avez la parole, on vous écoute. Oui. Bon, je voulais poser un problème que je voulais vous souligner. En fait, j'ai fait un enfant avec une fille où j'ai pratiquement pris charge de la grossesse à l'accouchement. Mais malheureusement, lorsqu'elle accouchait, je n'étais pas dans la ville, j'étais en déplacement pour le travail. Donc, lorsqu'il fallait faire, on a fait la déclaration de naissance et plus tard, j'ai donc demandé, j'ai envoyé de l'argent à mon papa, à moi, d'amener la fille à la chefferie parce que c'était au village. D'amener la fille à la chefferie pour établir l'acte de naissance de l'enfant. J'ai fait moi la photocopie de mon acte, j'ai envoyé la dame avec et puis mon papa. On a établi l'acte de naissance de l'enfant. Mais 8 années après, je me rends compte que je suis en train de fouiller certains documents à la maison, je tombe sur un autre acte de naissance qui porte le nom d'un autre père. Le prénom, l'enfant a deux, le nom c'est le même nom. Et comme l'enfant avait deux prénoms, je vois il y a plutôt un seul prénom. Et les dates de naissance sont identiques. J'appelle donc la dame, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Comment tu expliques ça? Bon, elle a voulu un peu m'embrouiller avec les parents. J'ai dit vraiment, on arrête tout jusqu'à ce que tu me donnes une explication par rapport à ça. Alors, j'ai attendu. Un an est passé, je reviens vers elle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, je m'occupe toujours de ma fille, puisqu'elle est avec ma fille. Pendant ce temps, je m'occupe d'elle, mais je me rends compte que ça ne lui dit absolument rien. Je lui ai dit, bon, ok, comme tu ne veux donc pas me répondre, je te laisse la charge de cet enfant, je ne m'en occupe plus jusqu'au jour où tu vas comprendre que j'ai droit à des explications, que tu as droit à me donner des explications par rapport à ce que je veux. Bon, l'enfant continue à fréquenter avec le même acte que j'ai fait. Oui. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'autre acte parce que jusqu'au-ci, je n'ai jamais eu des explications de la dame. Donc, face à cette situation, je ne sais quoi faire. Donc, lorsque j'ai suivi vous parler un peu de ça, j'ai dit, belle occasion pour que je puisse poser le problème. Donc, c'est ça. Alors. Merci à vous. Merci, monsieur. Alors, j'ose avouer que c'est une situation un peu complexe. Là, présentement, un enfant qui a d'abord... il s'est occupé de tout. Il a suivi la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et un jour, il découvre que l'enfant aurait 2 actes de naissance. Le premier, c'est celui qui porte son nom. Le second porte un autre nom qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Face à ce type de situation, quelle est sa réaction? Naturellement, il y a un acte vrai, un acte faux, où les deux sont faux. Il faut dire que la production d'un acte de naissance n'est pas le fruit du hasard, ou n'est pas fait à l'emporte-pièce. L'acte de naissance de l'enfant est fait dans la mairie, la circonscription communale dans laquelle l'enfant est né. Si tu es né dans un quartier de Yaoundé Premier, c'est la mairie de Yaoundé Premier qui est compétente. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Maintenant, quelques roublards refusent d'aller à la mairie parce que jusqu'ici, il y a les appelez quoi? Des responsables coutumiers qui avaient les responsables d'état civil dans des villages, dans les chefferies, qui détenaient des registres et qui délivraient des actes de naissance. Je vois que c'est une situation qui a commencé à être stoppée pour envoyer le fichier général de l'état civil à la mairie. Donc,
Il y a un acte qui est fait dans la circonscription dans laquelle l'enfant est né. Il y a un autre qui serait fait ailleurs. Celui qui est fait ailleurs n'est pas vrai. Tu ne peux pas naître à l'hôpital de la Caisse. Yaoundé 5e. Si tu es né à l'hôpital de la Caisse, de la CNPS, tous les enfants nés à la CNPS, les actes sont dressés à la mairie de Yaoundé 5e. Territorialement compétente. Ceux qui sont nés à l'hôpital central, la mairie c'est Yaoundé 2. Hôpital général, hôpital génico, Crasser, c'est Yaoundé 5. Vous comprenez un peu? Oui. Donc chaque arrondissement, chaque centre hospitalier est rattaché à un arrondissement, à une mairie. Oui. Tu ne vas pas naître à l'Omnisport, Yaoundé 5. On va faire ton acte à Biémassi. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est un acte qu'on peut détruire à la première occasion. Et il faut dire que la question d'acte de naissance, parfois, se révèle lorsque vous voulez être candidat à une élection nationale. Vous demandez l'extrait d'acte de naissance. Qui est différent de la copie d'acte de naissance? L'extrait. On va aller chercher votre souche, parce qu'il y a des actes de naissance qui pilulent ici dehors qui n'ont pas de souche. Maintenant, lorsque adviennent les questions de succession, lorsque les enfants commencent à se déchirer, on dit celui c'est le fils de mon père, celui ce n'est pas le fils de mon père, la bataille commence. Oui. On va fouiller jusqu'à l'authenticité. Parce que ce qui justifie que tu es l'enfant de Akam, c'est que dans ton acte, il figure le nom de M. Hervé Akam. Maintenant, on va donc vérifier cet acte a été fait où? Par quel officier d'état civil? Était-il celui qui était en place au moment où tu es supposé être arrivé au monde? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Parfois, beaucoup d'actes de naissance sont recalés, beaucoup d'enfants extirpés de la succession. D'accord. Parce que les fautes qu'on commet aujourd'hui, nous poursuivons notre progéniture demain. Pour dire simplement que je crois que la dernière préoccupation que nous avions, c'était la question de porter le nom dans l'acte de naissance. Si le géniteur, si le farfelu qui a causé cette grossesse est en cavale, vous laissez cet espace vide. Oui. S'il revient dans des meilleurs sentiments,